Bonsoir tout le monde, bonsoir. On est ensemble pour ce nouveau Jump Live. Et ce soir, on va parler transport de chevaux de haut niveau. Nous sommes avec Olivier Bossard. Olivier Bossard qui est un des leaders dans le transport de chevaux, que ce soit par camion, par avion. Bonsoir Olivier. Bonsoir Théo. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, c'est chouette. Avec plaisir, avec plaisir. Écoute, j'ai écouté plusieurs de tes émissions et je suis ravi que tu me donnes la chance de pouvoir parler un peu de mon métier. C'est vrai que bon, il est indispensable finalement. Alors, on ne sait peut-être pas trop comment ça marche, tu vas nous expliquer, mais un cheval, ça se transporte. Des grooms sont finalement presque des routiers. Et puis, il y a peut-être aussi des cavaliers qui n'ont pas ce groom qui a aussi le poids lourd et qui doivent déléguer à des prestataires externes. Donc, j'imagine que c'est un peu tout ça à la fois. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Oui, bien sûr, merci. Alors oui, il y a vraiment une multitude de raisons pour lesquelles on est amené à transporter les chevaux. Euh, Bien sûr, le plus souvent, tu parles des chevaux de concours et des déplacements avec des grooms. On est sollicité très régulièrement pour des gens qui déménagent leurs chevaux, des D'accord, ouais. changements d'écurie tout simplement, et énormément pour du commerce en réalité, hein. Une bonne part de notre activité est en relation directe avec le commerce, et puis enfin avec l'événementiel de tout type, puisque évidemment le milieu d'où je viens est plutôt le concours hippique et les chevaux de sport, mais on transporte par exemple énormément de pur sang arabe sur des shows. On a tout type d'événements. J'ai transporté des frisons pour des présentations en main ou en tous les cas tous les événements qui font qu'on a besoin de déplacer les chevaux. Ça a toujours été un business très porteur ou est-ce qu'on sent que les gens veulent de moins en moins peut-être investir dans un camion de place, dans un gros camion, dans des vents et ils délèguent tout ça? On a noté dans les 3 dernières années, on a noté effectivement une belle expansion de notre activité qui était plutôt stable et qui service à bientôt 25 ans D'accord. d'existence. Lors des 10 premières années, on a vu notre exploitation s'étendre, ce qui est normal quand on débute. Et puis, on va dire qu'on a eu une dizaine d'années plus ou moins stationnaires. Et effectivement, depuis 3 ou 4 ans, notre activité s'est assez étendue. Alors, pour comprendre, en fait, on pense souvent, la vitrine de notre activité, c'est les véhicules, et effectivement, qui montrent notre marque. Maintenant, 50% de notre activité, c'est de la logistique, qui concerne notamment le transport aérien, où ma femme Nathalie est responsable de toute cette partie de la société, et c'est véritablement 50% du chiffre d'affaires de la société, avec attenant les transports routiers qui consistent à emmener les chevaux sur les aéroports, à aller les chercher chez les clients et les emmener sur les aéroports, et qui concerne évidemment une partie du transport routier. Donc le transport aérien est véritablement, en réalité, génère pratiquement 70% du chiffre d'affaires de notre société. Et les dernières années, le transport aérien s'est beaucoup développé. Alors, on l'a vu avec des concours comme le Global Tour qui incite les chevaux à voyager tout autour de la planète. Nous n'avons pas organisé de vol charter pour le Global Tour en particulier. On travaille parfois avec les cavaliers qui participent pour emmener leurs chevaux aux aéroports ou pour préparer les documents sanitaires. Notamment beaucoup, par exemple, avec Bosti, qui est notre voisin, et qui est très méticuleux. Enfin, sa femme est chargée de toute la partie administrative. Ils sont très méticuleux à vérifier que leurs papiers sont en ordre pour aller sur ces manifestations, pour être concentrés sur le sport, et travaillent avec ma femme pour faire en sorte que tout soit en ordre avant le départ. Mais Donc vous gérez tout ce qu'il y a autour du déplacement du cheval, pas forcément juste rouler. Vous gérez aussi l'administratif, les passeports. On voilà, c'est imagine ce qu'un qu'on cheval. appelle de la logistique. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que
En réalité, il y a un gros travail administratif lorsqu'on déplace les chevaux à l'international, qui n'est pas juste le travail qu'on voit d'extérieur, qui est le transport en camion, la manipulation aux aéroports. Le plus gros du travail, pratiquement, c'est le travail administratif qui consiste à avoir la documentation nécessaire pour les transports à l'étranger. Peut-être on y viendra un petit peu plus tard, où je vous expliquerai un peu dans le détail l'ensemble enfin la démarche un petit peu administrative lorsqu'on se déplace à l'étranger. Mais effectivement, il y a une grosse part du travail qui est celle-ci. Et ma femme travaille à 100% à l'organisation de ces documents et de cette logistique. Pour ma part, maintenant, enfin en temps normal, parce que là, plus rien n'était normal dernièrement, mais en temps normal, je passe aussi 100% de mon temps à l'organisation des transports routiers et à la collecte des informations. Ça représente combien de véhicules? Bon, on va prendre les 50 premiers pourcents qui sont roulés. Ça représente combien de véhicules, de transport, de chevaux? Quand vous allez sur un concours, est-ce que vous mutualisez? Vous prenez plusieurs chevaux de plusieurs cavaliers en même temps? Par exemple, on a fait ça pour Calgary. Quand l'équipe de France est allée à Calgary, parfois les cavaliers, alors c'est une organisation spéciale, Calgary, avec un vol charter en général au départ de Liège. Il est arrivé que les cavaliers viennent chez nous, là, dans notre écurie à Barbizon, laissent leurs chevaux et leurs camions sur place, se reposent une nuit, et puis effectivement, qu'on mutualise le transport ensuite pour aller à l'aéroport. C'est ce qu'on fait dans le cadre de grandes manifestations, parfois aussi comme les Jeux Olympiques, quand il y a besoin d'un transport aux aéroports ou de choses comme ça. Maintenant, la plupart du temps, pour le haut niveau, pour les cavaliers français, les cavaliers sont organisés. Comme tu sais, ils ont en général, de toute façon, leur camion, leur groom, se déplacent avec toutes leurs affaires, leurs habitudes, leurs événements. Le groom doit loger sur place au concours. À moins de panne ou de situations exceptionnelles, il est rare qu'on emmène des cavaliers français au concours. Par contre, il est fréquent que l'inverse se produise, c'est-à-dire que des cavaliers étrangers viennent pour des tournées de concours en Europe et à ce moment-là, nous sollicitent pour toute la logistique de leur déplacement, aussi bien pour atterrir en Europe, les déplacer ensuite d'un concours à l'autre et vers leur écurie de résidence pendant le temps qu'ils sont en Europe, et ensuite les ramener à l'aéroport et organiser la documentation pour qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Par exemple, Cathy et Henri Prudent, qui sont des clients de très longue date à la maison, aiment beaucoup les tournées estivales en Europe et viennent régulièrement tous les étés. Alors cet été, probablement pas malheureusement, mais viennent régulièrement tous les étés et on fait ce type de prestations pour leurs clients. On peut louer des camions directement chez toi, ou il y a forcément toujours un conducteur qui appartient à la société, entre guillemets? Non. Alors, moi, j'ai fait le choix de transport avec chauffeur. D'accord. La prestation de location de camions, on l'a fait à un moment donné pour des véhicules légers. Je suis un garçon assez méticuleux et j'aime bien le beau matériel. J'avoue que les conducteurs occasionnels des véhicules qu'on a été amenés à louer avaient souvent des problèmes et que ça occasionnait déjà des discussions relativement désagréables lorsqu'un client revient avec un camion esquinté. Et ensuite de ça, pardon, je sais pas si donc et le gain qui en était retiré était trop faible par rapport aux soucis que ça nous causait. Donc, on a arrêté cette activité de location de véhicules légers. J'ai vraiment l'idée, enfin, pour notre société, depuis le début, d'avoir un service qui apporte une certaine compétence. Quand j'ai écouté l'interview avec Christophe Hameux que tu avais fait il y a quelque temps, il parlait beaucoup de professionnalisme
dans sa démarche, dans la démarche du commerce et de l'organisation de concours. Eh bien, dans notre métier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas transporteur en ayant un camion et en se lançant sur la route du jour au lendemain. Mon métier n'est pas arrivé comme ça et les gens qui travaillent pour moi aujourd'hui sont sélectionnés avec une compétence spécifique qui permet de dire que quelle que soit la situation dans laquelle on va se trouver, normalement, on a une réponse relativement professionnelle à donner. Et j'ai orienté ma société comme ça. On a du matériel aussi bien poids lourd que léger, sophistiqué et plutôt haut de gamme, qui ne permet pas d'être mis entre toutes les mains pour de la location au pied levé. Les problèmes occasionnés seraient trop importants. Donc, j'ai fait le choix du service et pas de la location. Et en plus de ça, c'est la partie de mon travail qui me plaît. C'est-à-dire que on va dire que la qualité de la prestation, l'approche du client, d'identifier exactement quel va être le besoin, dans quelle situation on va se retrouver et comment est-ce qu'on peut proposer le meilleur service, c'est la partie du travail qui me passionne et pour lesquelles ma femme et moi, on a une compétence particulière et qu'on fait valoir. Même si ça inclut peut-être du bateau, de l'avion, du train, du poids lourd, vous pouvez prendre tout de A à Z et puis d'amener d'une maison à un concours, y compris au niveau des papiers, légaux, passeports et autres des chevaux, tout prendre en charge. Oui, l'idée en réalité, hein, c'est que le client se décharge sur nous, c'est-à-dire qu'il vient avec sa demande et il dit je souhaite transporter mon cheval de A à B, quel que soit l'endroit A et B, et ensuite à nous d'apporter la solution. Alors, on apporte des solutions pour pratiquement toutes les destinations, sauf certaines qui me semblent parfois inadaptées au transport des chevaux. Il y a certaines destinations qui ne sont pas desservies par avion cargo, qui demandent des transferts en bateau, par exemple, importants, en container ou quoi. Et les chevaux ne sont pas faits pour rester plusieurs jours sur des containers en bateau. Quand il n'y a pas une solution logistique qui me semble convenable pour les chevaux, je ne fais pas le transport. C'est ce que Neko nous disait. Je suis arrivé d'Europe, du Brésil pour aller au championnat du monde. Il nous parlait même de chevaux morts ou en tout cas qui n'avaient absolument pas pu sauter les championnats parce que même ou 90 heures d'avion, je ne sais plus. Il y a des gens qui demandent encore ces choses irréalistes. C'est pas volontaire. Parfois, les gens sont mal renseignés et souhaitent évidemment trouver une solution. La plupart du temps, c'est quand ils déménagent et souhaitent trouver une solution pour emmener leurs chevaux qui sont aussi un peu des animaux de compagnie hein, dans beaucoup de cas, qui n'ont pas forcément la valeur sportive, mais juste une valeur affective et qui, pour ces gens-là, ont du mal à s'en séparer et cherchent un peu toutes les solutions pour, comme vous feriez avec votre chien. Hein, et à ce moment-là, on explique les raisons pour lesquelles on sera amené à ne pas faire le transport. C'est rare, hein, c'est des destinations, on a des demandes une ou deux fois par an, comme ça. Ensuite de ça, tu parlais du train. Le seul train qu'on prend en réalité, c'est le tunnel sous la Manche. Hein. D'accord. Et ils sont dans des camions. Et voilà, il reste dans notre camion et c'est juste que le camion adapté, il va dans le tunnel. Et ça pose absolument, évidemment, aucun problème. C'est même plutôt très rapide et relativement confortable. Donc, on a une question de Léa sur la quarantaine. Alors, en ces temps un peu confinés de virus, on en a beaucoup entendu parler, mais ça existe depuis tout temps chez les animaux dans certaines parties du monde. Est-ce que vous gérez ça aussi quand on sait que pour les JO de 2008, c'était à Pékin
Et l'équitation avait dû être à Hong Kong parce que les règles de quarantaine ne sont pas pareilles et les chevaux pouvaient aller en Chine mais ne pas revenir. Et ne pas revenir. Voilà. Alors, on sépare tous les pays de la planète en certains groupes sanitaires, ça s'appelle. Alors, mais comme ça, on peut rentrer un petit peu dans le détail des formalités d'export. Tous les pays de la planète sont catégorisés en groupes sanitaires. Et ensuite, tous les gouvernements du monde, tous les ministères de l'agriculture du monde discutent entre eux pour imposer leurs conditions sanitaires. La Chine, par exemple, dont on parle à l'instant, donc l'Europe peut exporter les chevaux vers la Chine. Le protocole, d'ailleurs, n'est pas si ancien, hein. Ça fait peut-être 5 ou 6 ans. On peut exporter des chevaux vers la Chine. Avant, c'était bloqué. Et avec des hauts et des bas selon les relations commerciales entre la Chine et l'Europe, parce que les relations ne sont pas stables et la Chine parfois referme et durcit ses conditions. Ça arrive. Donc, la Chine a imposé un protocole sanitaire à l'Europe qui comprend notamment une quarantaine de 30 jours, qui est très stricte, avec un certain nombre d'analyses sanguines à respecter dans des établissements qui ont été au préalable agréés selon le protocole chinois. Et il y en a très peu en France, c'est très compliqué. Et ensuite de ça, une fois le protocole sanitaire rempli, les prises de sang faites, les vaccinations faites, les services vétérinaires français attestent du protocole avec un certificat sanitaire, ça s'appelle comme ça, donc un document standard rédigé qui est signé par la France et qui part avec les chevaux, où chaque mot, chaque virgule, chaque chose doit être remplie de façon absolument stricte pour que les chevaux puissent être acceptés en Chine. Mais il se trouve que l'Europe, de son côté, considère que le statut sanitaire de la Chine n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il considère que la Chine ne gère pas suffisamment bien son pays et les maladies qu'il y a dans son pays pour accepter que les animaux vivants puissent être importés en Europe. Du coup, c'est la raison pour laquelle les Jeux n'ont pas pu avoir lieu. C'est parce que même si on avait rempli le protocole pour aller à Pékin avec les chevaux, les chevaux n'auraient pas eu le droit de revenir parce que l'Europe ne considère pas que le statut sanitaire chinois est suffisant. En fait, cette espèce de deal existe avec tous les pays du monde. Par exemple, on sait communément que pour les États-Unis, il faut avoir un test de pyroplasmose et un test de métrite pour les juments qui est fait dans un intervalle donné par les États-Unis avec un protocole à remplir de la même manière. Pour les États-Unis, depuis les États-Unis pour venir vers l'Europe de façon constante, c'est-à-dire une importation définitive vers l'Europe, les chevaux ont besoin de faire une quarantaine aux États-Unis avant de venir. Et c'est l'Europe qui a imposé ces conditions de quarantaine. Donc, notre métier, c'est de connaître les protocoles sanitaires, vérifier que le protocole sanitaire pour les destinations où on envoie les chevaux est rempli correctement, d'aider les vétérinaires à faire les prises de sang et les vaccinations demandées, et nous de faire la démarche auprès des services vétérinaires pour que les chevaux arrivent avec le certificat correct dans le pays de destination. Ça, c'est pour la partie administrative. Il faut ajouter à cela la douane. C'est-à-dire que en dehors de la communauté, en dehors de l'espace Schengen, à chaque fois que tu passes les frontières, tu dois faire des formalités de douane adaptées au type d'importation que tu veux faire. C'est différent selon si le cheval reste de façon définitive sur le territoire étranger ou s'il est amené à faire un aller-retour comme on voit pour les concours. Les cavaliers de concours connaissent bien les formalités, par exemple, du carnet ATA, qui permettent de faire des allers-retours en dehors de la communauté
sans être taxé sur la valeur des chevaux. Et donc finalement, ton job est aussi très juridique et tu dois être au courant de toutes les dernières mises à jour et très géopolitique en fait du jour au lendemain. Juridique, non. Administratif, absolument, oui. Et en fait, alors, pour pratiquement toutes les destinations qu'on dessert, nous avons des correspondants. Donc, il faut parler plusieurs langues. J'ai la chance que ma femme soit vraiment très douée en langue. Elle est suisse-allemande. Elle parle parfaitement donc l'allemand qui est sa langue natale, le français depuis 24 ans qu'on est mariés, mais également l'anglais, l'italien et un peu de néerlandais. Et elle s'est mise dernièrement à l'espagnol que je pratique moi un peu plus avec l'anglais. Donc on arrive à nous deux à parler 5 ou 6 langues, ce qui permet d'avoir des relations avec ce qu'on appelle les transitaires de tous les pays correspondants. Ensuite, on établit un réseau de sociétés un peu identiques à la nôtre qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en Australie, en Amérique du Sud, en Chine, où à ce moment-là, avant le départ, on échange des mails, évidemment, pour vérifier que le protocole sanitaire qui, en général, est proposé par notre gouvernement correspond bien et bien à jour avec le protocole sanitaire qu'ils attendent. Et puis ensuite, on met la démarche en route en vérifiant ça. Mais oui, alors, ce n'est pas juridique, on va dire, comme travail, c'est administratif. C'est un administratif spécifique qui doit être absolument rigoureux parce qu'on n'a absolument aucune latitude. Pour ceux qui ont pratiqué, ils le savent. Dès que les certificats sont mal remplis, s'il manque un test, une analyse ou quoi, le problème peut devenir relativement important. Les chevaux bloqués, parfois revenir, hein, on a vu des chevaux revenir des États-Unis et n'absolument pas pouvoir rentrer sur le territoire parce que des tests de métrite étaient dépassés de 2 jours. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose à faire avec rigueur parce que non seulement si le cheval n'arrive pas, le transport est raté, et en plus de ça, si le cheval fait l'aller-retour, c'est la catastrophe pour le cheval dans la mesure où il fait le double du transport pour arriver nulle part, ça n'a plus de sens. C'est quand même assez géopolitique aussi dans le sens où du jour au lendemain, des relations peuvent se corser et d'un coup, tu perds tout un marché. Alors, je vais te donner un exemple là, qui est tout à fait d'actualité. Au mois de mars, nous avons rentré au mois de janvier 28 chevaux en quarantaine pour aller en Chine. Une quarantaine qui dure 1 mois. Le Covid s'est déclaré en Chine au mois de décembre, janvier, et vous connaissez tous la gestion du problème. Nous avons gardé les chevaux en quarantaine normalement qui dure 30 jours. Hein, les chevaux auraient dû partir le 15 février. Quelques jours avant le départ, ce n'était pas le cas au début de la quarantaine, quelques jours avant le départ, lorsqu'on met les chevaux dans les avions, il y a forcément des accompagnateurs, des personnes. Et quelques jours avant le départ, les accompagnateurs n'étaient plus admis à voyager entre la Chine et l'Europe. Du coup, alors au départ, les accompagnateurs européens n'étaient pas. On a essayé ensuite de trouver des solutions pour que des Chinois puissent venir en Europe et rentrer avec les chevaux pour les accompagner. Et pour finir, l'actualité a tout bloqué puisque les gens ne pouvaient plus voyager. Et nous avons dû, in extremis, alors la quarantaine a duré plus longtemps parce qu'on a cherché des solutions jusqu'au bout. Et au 15 mars, la veille du confinement total, on a dû sortir les chevaux de la quarantaine dans laquelle on les avait mises pour les replacer chez les gens qui les avaient vendus à l'origine, hein, qui étaient les meilleurs gardiens des chevaux pour cette période. Et l'actualité a fait s'arrêter le transport. C'est des choses. Alors, pour la Chine, c'est très particulier. Parce que la quarantaine, c'est la plus longue qu'on puisse trouver avant le départ. Le protocole sanitaire est extrêmement compliqué. Et effectivement, les tensions politiques peuvent amener à changer les conditions sanitaires. Pour les autres pays, c'est plus rare. C'est plus rare. Il arrive qu'il
il arrive qu'une analyse soit rajoutée ou qu'une soit retirée. Il peut arriver aussi, on demande sur un certain nombre de protocoles sanitaires que le pays d'origine soit indemne de telle ou telle maladie ou de telle. Par exemple, le West Nile, je ne sais pas si tu as entendu parler du West Nile, c'est une fièvre qui est transmise par les moustiques et qui existe aux États-Unis, mais qui existe aussi dans le sud de la France, en Camargue, dans les parties chaudes et les parties où on trouve des moustiques. Et un certain nombre de pays n'acceptent pas que des chevaux puissent venir de régions où on a trouvé des cas de West Nile. Alors, il existe un organisme en France qui s'appelle le RESP, enfin c'est l'abréviation RESPE, qui identifie toutes les maladies qui circulent en France. Et à ce moment-là, lorsque le West Nile, par exemple, est déclaré sur une partie du territoire français, si les chevaux qui doivent voyager sont d'origine de cette partie du territoire, alors on ne va pas pouvoir les exporter. Donc, voilà, il y a beaucoup de vérifications à faire avant le départ pour être sûr que le protocole sanitaire puisse être rempli. Et dans un certain nombre de cas, pour être sûr que les directives sont bien suivies, en réalité, et pour décharger les vendeurs des chevaux pendant la période de quarantaine. C'est arrivé d'ailleurs pendant le confinement, où c'était très compliqué à gérer, où on avait des juments qui devaient partir pour le Mexique. À ce moment-là, on ramène les chevaux dans notre écurie de Barbizon, où les chevaux restent au travail avec les exigences des propriétaires, parce qu'on a les installations qu'il faut et on a la chance en plus de partager nos écuries avec les écuries du Grand Veneur qui nous offrent 4 hectares en bordure de forêt de Fontainebleau à Barbizon, tout à fait aménagés exceptionnellement, qui permettent de garder n'importe quel chevaux à n'importe quel niveau de travail voulu. Et on récupère donc les chevaux dans notre écurie, où les chevaux restent le temps nécessaire des analyses pour remplir le protocole sanitaire. Et à ce moment-là, c'est nous qui nous chargeons du vétérinaire d'absolument tout. Et les chevaux sont exportés depuis chez nous. Est-ce qu'il y a des lois, des règles ou des restrictions qui encadrent le bien-être animal? J'imagine que beaucoup de tes déplacements sont au départ de la France vers d'autres pays. Est-ce qu'il y a des choses à respecter? La température dans le camion, l'espace minimum dans l'avion, est-ce que c'est maintenant pris en compte? Parce que effectivement, j'imagine qu'il doit y avoir quand même des choses un peu affreuses. C'est pas qu'il y a quelques règles, c'est que nous sommes envahis de règles. Nous sommes submergés de règles. On navigue avec des protocoles très stricts. Alors, pour ce qui est du transport routier, déjà pour être transporteur, il faut un examen qui s'appelle une attestation de capacité. Et un examen qui est niveau bac plus 1, plus 2, grosso modo, pour l'attestation de capacité en poids lourd. Il y a des plus petites attestations de capacité lorsqu'on voyage avec des véhicules légers. Ça, c'est valable pour toutes les marchandises. En transporteur de chevaux, nous sommes assimilés au niveau du registre du commerce des entreprises comme transporteurs de marchandises. Ensuite de ça, le fait de transporter des animaux vivants, et en l'occurrence des chevaux, rajoute un certain nombre de contraintes. Vous avez entendu parler, donc, lorsqu'on est chauffeur pour les chevaux, il faut être titulaire du CAPTAV. C'est un certificat d'aptitude pour le transport des animaux vivants qui peut être obtenu soit par des stages de 3 jours dans des maisons spécialisées. Il y a notamment des formations à Grosbois ou à Ras-du-Pin, je crois, et dans différents sites, ou être obtenu par équivalence si vous avez des diplômes qui concernent l'activité équestre qui peuvent être assimilés, ou une expérience professionnelle. Alors, l'expérience professionnelle, je ne sais plus si c'était valable. C'était valable tout un temps. Il faudrait se renseigner pour être sûr si l'expérience professionnelle donne toujours le droit au CAPTAV. Donc, ça c'est pour l'encadrement du chauffeur spécifiquement. Ensuite de ça, pour le transport routier, nous devons absolument respecter, ça s'appelle la RSE, la réglementation sociale européenne, sur les temps de conduite, qui est absolument identique à la marchandise. C'est-à-dire en poids lourd, c'est 9 heures de conduite par jour, 10 heures 2 fois par semaine, temps de repos minimum de 45 minutes toutes les 4h30 de conduite, avec un repos
nocturne de 9 heures minimum, 3 fois par semaine, sinon 11 heures, etc. etc. Donc, et pour nous, c'est extrêmement important à respecter pour différentes raisons, parce que si on se fait arrêter au bord de la route, évidemment, les amendes sont très lourdes et les véhicules peuvent être immobilisés. Lorsqu'on transporte des chevaux, il ne s'agit pas d'être immobilisé avec les chevaux de nos clients au bord de la route. Et ensuite de ça, si les infractions se répètent, en plus du coût que cela engendre si on se fait prendre, la licence même pour exploiter les véhicules peut être retirée à la fin du compte. Donc, en réalité, il faut être absolument sérieux avec ces paramètres. Il faut savoir que tous les grooms et tous les gens qui conduisent des chevaux professionnellement sont aussi soumis à la réglementation sociale européenne. Beaucoup de gens pensent encore que parce que c'est des chevaux dans le camion, on peut faire n'importe quoi pour les temps de conduite. C'est complètement faux. Et le seul cas qui existe, qui est considéré en transport privé, est celui où sur la carte grise figure le nom du propriétaire du camion qui doit être le nom du conducteur et qui transporte ses propres chevaux dont il est propriétaire. C'est le seul cas. Dans tous les autres cas, vous devez respecter la réglementation sociale européenne. Ce n'est pas qu'une histoire d'amende, c'est-à-dire que la route, c'est un métier dangereux, et s'il vous arrive un accident et que vous n'avez pas respecté la réglementation sociale européenne, que vous avez conduit 12 heures d'affilée parce que vous reveniez du Portugal ou de je ne sais quelle tournée et que vous étiez pressé de rentrer chez vous, vous allez en prison. Mais vous allez véritablement en prison. Et c'est grave. Donc, c'est inutile de gâcher sa vie et la vie des autres pour gagner 2 heures de conduite. On peut aller très loin en respectant les temps de conduite et en s'organisant. Il faut juste le prévoir un tout petit peu avant, parfois partir un petit peu plus tôt, parfois accepter d'arriver un petit peu plus tard. Les chevaux ne s'en portent pas moins bien. Et la sécurité de tous est respectée. Une question d'Angel, qu'est-ce que la RSE? Bon, tu l'as un petit peu expliqué. Voilà, la RSE, c'est de la réglementation sociale européenne, c'est donc la réglementation sur les temps de conduite en poids lourd, ce dont on parlait tout à l'heure. Bon, j'imagine qu'il n'y a pas un parcours linéaire pour arriver à ça, et puis on se lève pas tout petit en disant je veux transporter des chevaux dans mon camion, mais il faut avant tout être conducteur poids lourd, il faut être juste businessman et passionné par le cheval. Qu'est-ce qui fait la force de ton business? Alors, il est rare certaines vocations, on va dire, certaines vocations où des gens qui déjà tout petits avaient une idée tout à fait précise et qui arrivent à réaliser leurs rêves, y arrivent, mais pour la plupart des gens, et Pascal Boutreau disait ça exactement de son métier hier soir, où il est arrivé journaliste, pas par hasard, mais c'est le chemin de la vie qui l'a amené là. On va dire que pour ma femme et moi, ça s'est passé exactement de la même manière. Alors, je vais te raconter un petit peu mon parcours si on a le temps, je crois qu'on a le temps, qui est plutôt sympathique. Et puis ensuite, je peux te dire voilà, quels sont, on va dire, pour les gens que ce métier intéresse, le parcours, le profil un peu qui correspond. Donc, moi, j'ai fait un DUT de gestion, Bac+2. On va dire que mes parents m'ont obligé à terminer. Ils ont eu bien raison, parce que j'étais passionné de chevaux. Je viens d'une famille qui n'a absolument rien à voir avec les chevaux. Je crois qu'on peut remonter assez loin chez mes ancêtres. Personne n'avait à voir de près ou de loin avec des chevaux. Et donc, effectivement, l'attrait des chevaux faisait un petit peu peur à ma famille, à raison parfois. Donc, j'ai fait ces petites études. Et puis, après mes études, je suis allé faire un monitorat d'équitation à Bois-Guillaume, à côté de Rouen. Et il se trouve que pendant mon monitorat d'équitation, Pénélope Le Prévost faisait ses débuts dans le centre équestre dans lequel j'enseignais à l'époque. Donc, on se connaît depuis relativement longtemps. Et Timothée Anxiome, qu'on connaît bien aussi aujourd'hui, était avec son père dans le centre équestre voisin à 500 mètres de là. Et donc, ce sont aussi des purs produits finalement du centre équestre loisir et pas du tout d'une famille de cheval. On peut faire le… Complètement. Et donc, j'ai fait mon monitorat. C'est Francis Mas, à l'époque, qui était responsable de la formation.
qui était un type, qui est un type vraiment très compétent et qui sait bien transmettre la passion. Ce que j'ai retiré de mon monitorat globalement, c'est que je ne voulais pas être moniteur. On va dire que vraiment ce que j'ai appris de mieux pendant ce monitorat, c'est que j'étais peut-être pas tout à fait fait pour être moniteur. J'avoue que je faisais souvent pleurer les enfants. J'étais pas d'une habileté extraordinaire. Ensuite, après mon monitorat, j'ai roulé un tout petit peu ma bosse. J'ai fait un peu, j'avais un peu l'idée des compagnons, comme les artisans. Alors, je me suis mis sur le tard. Hein. J'ai passé mon galop 7, j'avais 18 ans. J'ai fait très peu de concours. Pendant mes vacances, j'avais trouvé quelques marchands de chevaux chez qui j'étais allé travailler. Et j'étais, on va dire, en retard par rapport à des générations qui s'y mettent plus tôt. Je suis allé travailler pour une femme qui s'appelle Julie Ulrich, que tu connais peut-être, qui est une Américaine qui maintenant est installée en France depuis de nombreuses années, qui avait sa ferme en Virginie. Je suis resté quelques mois travailler pour elle là-bas, qui est une enseignante formidable. Et qui m'a donné mes premiers contacts aux États-Unis. On va dire, on est resté très liés. Je suis rentré ensuite en France, où j'ai fait mon service militaire au CSEM, où j'ai enseigné au CSEM, d'ailleurs aux pentathlètes modernes qui s'entraînent là-bas. Et c'est pareil, pendant ce service militaire au CSEM, j'étais la même promotion que Walter Laperto, par exemple, qui est marchand de chevaux aujourd'hui, qu'on connaît bien, que Guillaume Blain-le-Breton, qu'on connaît bien aussi pour être un excellent cavalier là au niveau national, que Cédric Angot, qui faisait partie de la même promotion. J'avoue qu'on a passé un très bon moment et que ces amitiés qui se sont faites pendant cette période-là sont restées à vie ensuite lorsqu'on a continué chacun notre route. Et puis, après mon service militaire, j'ai débuté chez Édouard Coupéry comme stagiaire. J'avoue que cette rencontre a probablement pas changé ma vie, mais en tout cas l'a aiguillé très fortement. Alors, j'avais le goût du concours, hein, passionné, mais par contre, une certaine, on va dire, une certaine lucidité sur mon talent limité. On a beau vouloir des choses, lorsque le talent n'est pas à la hauteur des espoirs, il vaut mieux avoir cette lucidité qui permet de s'orienter pour ne pas aller vers de l'échec. Et je ne souhaitais pas rester à un niveau médiocre, on va dire. Il y a, si on veut percer dans le monde du sport et dans le monde du concours hippique, il faut véritablement du talent. Je voyais Pénélope, et ça m'a servi beaucoup d'exemples. Hein, lorsque j'ai passé mon monitorat, Pénélope, dès les premiers concours où elle s'est mise à cheval, hein, les classes D de l'époque ou quoi, elle a gagné immédiatement. Et c'est un signe. Je n'ai pas gagné immédiatement de mon côté. Même si aujourd'hui je suis content des épreuves que j'arrive à faire, il faut savoir avoir du talent et savoir reconnaître ou pas si on a du talent pour percer au plus haut niveau. Chemin faisant, le hasard des choses a fait que j'avais un cheval de concours à l'époque chez Édouard, et puis j'avais acheté un petit camion. Bon, à l'époque, l'équivalent de 1 500 €. Alors, je ne te dis pas la ruine que c'était. Hein. Oui. Donc, en fait, à la base, on avait acheté 2 petits camions qu'on avait rassemblés en un avec un copain qui bricolait. Et puis, je pouvais emmener mon cheval au concours. Édouard, qui est très habile dans le commerce, m'avait aidé à vendre mon cheval et me prêtait une bonne jument de concours qui, à l'époque, me permettait de débuter dans ce qui s'appelait les A1, les épreuves 1,40 m, quelque chose comme ça. Mais cette jument ne voyageait pas très bien et hésitait beaucoup à monter dans les camions. Et si bien que dans la ruine de camion que j'avais, elle ne voulait pas monter. Donc, j'ai vendu mon petit camion. Et avec l'argent aussi du cheval que j'avais vendu, j'ai racheté un camion un petit peu plus luxueux qui me permettait d'emmener la jument d'Édouard au concours. Et à l'époque, Édouard n'avait pas de petit camion et souvent commerçait beaucoup avec la Suisse, et notamment à l'époque avec Daniel Biancamaria et avec Philippe Garda,
qui tenait encore à l'époque son écurie en Suisse. Lors de mes jours de congé, je faisais régulièrement l'aller-retour avec mon petit camion qui était mieux, là, que j'avais acheté en Suisse, et pour lequel Édouard me rémunérait, ou Philippe Gerda d'ailleurs, peu importe, pour mes allers-retours. Et ça a eu deux avantages importants. On va dire qui sont au moins également importants, c'est que cette activité m'a permis de voir que j'arrivais à être rémunéré plutôt mieux mon jour de congé que le reste du temps à monter à cheval. Et ensuite, m'a permis de rencontrer mon épouse actuelle qui travaillait pour un transitaire, c'est-à-dire la personne qui prépare les papiers justement entre la France et la Suisse. Assez rapidement, en réalité, comme j'avais on va dire déjà un petit faisceau de relations des gens de notre région, et que Édouard m'a mis le pied à l'étrier pour faire cette prestation. Assez rapidement, les gens se sont mis à me demander, avant même que je fasse la démarche volontaire, si je pouvais transporter leurs chevaux. Et donc, je me suis orienté rapidement vers ce métier, renseigné, passé les examens qui convenaient. Au fur et à mesure de mes allers-retours en Suisse, la relation avec mon actuelle femme s'est resserrée. Elle a été courageuse de rapidement déménager en France avec moi pour développer notre société. Et environ 8 mois, on va dire 8 mois, pas tout à fait une année, après qu'on ait démarré, enfin après que j'ai démarré à faire du transport routier, on a développé notre société ensemble. C'est dingue. Encore une fois, finalement, toutes les plus belles choses qui se créent, c'est même pas voulu finalement. C'est juste que tu as répondu à un besoin. Après ça, la vie est faite de rencontres et d'opportunités. Hein. C'est-à-dire que d'opportunités et d'un peu de lucidité. On peut aller au bout de ses rêves ou vers ses rêves dès lors que l'objectif que l'on souhaite atteindre est relativement réaliste. Sinon, on se fait du mal. Hein. Donc, et là, en l'occurrence, l'opportunité à saisir, c'était de dire que finalement, par exemple, je suis beaucoup plus épanoui à faire de la route qu'à faire de l'enseignement, on va dire. Et que sans prétention, la petite compétence acquise avec les chevaux me permettait d'appréhender déjà les meilleurs professionnels avec un discours qui était suffisamment rassurant pour qu'ils me fassent confiance à me confier leurs meilleurs chevaux. Ça, vous ne transportez pas des bestiaux qui vont à la boucherie et qui n'ont aucune valeur, entre guillemets. La boucherie, non, certainement pas. Par contre, il n'y a pas de... on ne sélectionne pas du tout. Alors, j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Je termine juste la parenthèse sur laquelle on était. Donc, à la fin, ce qui a fait que notre société de transport s'est épanouie, c'est, on va dire, une compétence avec les chevaux, un faisceau de relations et une envie de travailler. Et après ça, une certaine compétence administrative où ma femme et moi, on réunit plusieurs langues parlées. Et, tout à l'heure, on disait si des gens s'orientent vers le transport, avoir envie de faire de la route ou aimer faire de la route ne suffit absolument pas. Je dirais même c'est presque secondaire. Après ça, il ne faut pas détester faire de la route, évidemment. Mais ce qu'il faut avoir envie, surtout, c'est de s'occuper des chevaux qu'on transporte, de manipuler les chevaux de la bonne manière, d'être suffisamment rigoureux et attentif, de savoir parler aux gens, d'être à l'écoute de ce que veut chaque client, qui est différent d'un client à l'autre, et selon les chevaux qu'on transporte. C'est l'essentiel du métier. Si on se dit qu'on fait du transport de chevaux pour faire de la route, on passe à côté de ce métier. Ce métier, ce n'est pas ça. Ce métier, c'est aussi des belles rencontres, savoir aller chez des gens qui partagent la même passion que nous, qui parfois nous racontent leur vie autour d'un café lorsqu'on passe prendre un cheval. Et moi, ce que je retiens de mon métier, c'est
évidemment, on a des souvenirs de routes plus ou moins belles, mais surtout de rencontres qui sont passionnantes à tous les niveaux. Et c'est la partie vraiment passionnante de mon boulot. Ensuite, là, pour répondre à sur quoi tu me lançais pour savoir quels chevaux on transporte, eh bien, on transporte absolument tout. Il arrive même qu'on transporte autre chose que des chevaux, parfois des chèvres, des lamas, des alpagas, ça arrive. Et on fonctionne depuis quelques années, et j'avoue que j'apprécie assez cette partie du travail, avec les associations d'assistance aux animaux, on va dire à égale part entre la SPA, 30 millions d'amis, la Fondation Brigitte Bardot, qui sont très actives à récupérer des chevaux qui sont souvent dans des situations relativement dramatiques et pour lesquelles ces associations ont construit des refuges très importants et ensuite s'occupent de placer les chevaux chez les personnes adaptées. Et du coup, on est très souvent, avec mon équipe, amené à aller chercher des chevaux parfois complètement sauvages qui ne se laissent pas approcher dans des endroits plus ou moins sordides où on passe des journées entières à courir dans les champs et arranger l'espace pour réussir à transporter ces chevaux qu'on n'approche pas. J'ai parfois autant de plaisir à transporter ces chevaux-là qu'à transporter des chevaux qui vont pour les Jeux Olympiques, où la plupart de ces chevaux sont très routinés au voyage. Bien sûr, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour transporter ces athlètes de haut niveau, mais on va dire que ma relation au cheval n'est pas du tout limitée au cheval de sport qui vaut des millions, même si je suis fier de pouvoir dire qu'on a transporté parmi les chevaux les plus chers de la planète et que d'avoir assumé cette responsabilité est plutôt gratifiante. Je vois, on a un des souvenirs que j'ai qui est vraiment ancré dans notre esprit, c'est quand ma femme et moi, on a organisé le transport des chevaux aux Jeux Olympiques d'Athènes. Où en 2004, alors depuis 2004, on a organisé tous les transports aux Jeux Olympiques, pas pour tous les chevaux de l'équipe de France, mais pour un certain nombre, selon la demande spécifique. Mais pour les Jeux Olympiques d'Athènes, il y avait un vol charter qui partait, je crois, au départ de Francfort. Qui était organisé par une société qui s'occupe habituellement des Jeux Olympiques qui s'appelle PIDOT. Mais à l'époque, Olivier Lepage, qui était le DTN, et l'équipe de France, qui sortait victorieuse d'ailleurs des championnats du monde de RRS avant, ne souhaitait pas faire voyager des chevaux en Allemagne avant qu'ils redescendent vers Athènes, ce qui n'était pas forcément idiot, c'est-à-dire que et que effectivement ces embarquements de vol charter prennent plus de temps et c'est un petit peu laborieux. Du coup, on a étudié une solution spécifique pour les chevaux de l'équipe de France, où on était parti de Nantes avec un vol charter et des beaucoup plus petits avions qui ne prenaient à leur bord que 6 ou 7 chevaux. Je suis avec Jean-Maurice Bonneau, qui était le sélectionneur de l'époque, et il te passe le bonjour. Eh ben, écoute, Jean-Maurice doit s'en souvenir, je pense, encore mieux que moi, de ce décollage sur le tarmac de Nantes, où l'aménagement de l'avion, il faut dire, hein, c'était rudimentaire. Hein, c'est-à-dire que en fait, on a utilisé des avions russes qui s'appellent des Antonov, qui sont à l'origine des porte-chars. Alors, vous devez avoir ça dans l'esprit, ces avions qui s'ouvrent par l'arrière avec une espèce de grande rampe qui descend vers le sol. Alors, en fait, la rampe ne descend pas, enfin, en l'occurrence, pour les chevaux, ne descend pas tout à fait jusqu'au sol. Et donc, on fabrique réellement une rampe en bois qui doit faire 1,20 m de large ou quelque chose comme ça. Et on monte à pied les chevaux depuis le tarmac jusque dans l'avion en montant sur la rampe. Et
ensuite de ça, on installe les chevaux dans l'appareil où ils font demi-tour et on installe les cloisons autour du cheval pendant qu'il est dans la… Donc, c'est quand même une démarche tout à fait spécifique. Maintenant, je crois que cette solution avait permis que l'un dans l'autre, entre les chevaux s'entraînaient à Saumur, entre le moment où ils étaient partis de Saumur et le moment où ils étaient installés dans les box à Athènes, il s'était passé moins de 10 heures, ce qui est l'équivalent juste du transport en camion qu'ils auraient dû faire pour aller jusqu'à Francfort. Mais il est clair que la pression et l'émotion ressentie à ce moment-là étaient absolument gigantesques, parce qu'il faut vous imaginer qu'on avait dans nos camions tous les chevaux de l'équipe et organiser le transport de tous les chevaux de l'équipe, et que si l'équipe n'arrivait pas ou que si les chevaux se blessaient pour une raison ou une autre pendant ce transport, nous aurions la responsabilité d'avoir fait échouer l'équipe. Et j'avoue que cette pression à ce moment-là a été quelque chose à supporter, mais extrêmement gratifiante à l'arrivée d'avoir réussi à faire notre job et que les chevaux puissent participer à la compétition de la meilleure manière, en tout cas suite au transport. Ensuite, la compétition, c'est autre chose, c'est un jour de compétition. On a une question de Léa, peut-être pour conclure. Il reste 4 minutes. C'est vrai qu'il fait très chaud en ce moment. Elle a souvenir que l'année dernière, on ne pouvait plus conduire les chevaux en camion à partir d'un certain degré de température. J'imagine que c'est commun à tous les animaux. Comment on va gérer cette période-là qui s'annonce très chaude? Effectivement, normalement, la température maximum autorisée dans les véhicules, c'est 35 degrés. On est encore relativement loin de ça. Les véhicules, en tout cas en Europe, ne sont pas climatisés, comme les box ne le sont pas, d'ailleurs, dans les écuries. Oui. Et ça serait, à mon avis, plutôt une erreur de commencer à climatiser les véhicules. Les chevaux sont capables de s'adapter à la chaleur. Il ne fait pas plus chaud dans les véhicules que ce qu'il fait à l'extérieur quand les véhicules sont correctement équipés. Les véhicules sont équipés de sondes de température. Donc, effectivement, quand la température est très élevée, comme on a connu l'été dernier, on décale nos heures de transport et la plupart du temps, on roule la nuit en réalité. D'accord, oui. Eh ben, merci beaucoup. J'ai le petit chrono qui vient de s'afficher. Il reste 2 minutes. C'était très sympa. Puis on suivra, on espère, tes aventures quand tout ça aura repris finalement, parce que là, on imagine que c'est un petit peu plus calme. Oui, c'est plus calme. On est très impatient que les compétitions reprennent et que le commerce puisse reprendre avec et les échanges internationaux. Je suis très compatissant envers tous ces organisateurs qui ont vu leurs événements annulés. On pense bien à eux. Et pour le mot de la fin, très fier aussi de cette solidarité qui s'est organisée dans le monde équestre pour soutenir les centres équestres, mais aussi les cavaliers, avec de nombreuses initiatives d'Île-de-France, de Bretagne, de Normandie. Et j'avoue que dans cette période difficile, je crois que peu de sports se sont organisés à notre niveau pour soutenir de façon autonome sa filière. Et je crois que ce bel esprit est à mettre en avant et peut-être la chose la plus positive qui ressort de la crise qu'on a traversée et qu'on continue d'avoir. Eh ben, merci beaucoup. Très belle conclusion. Je partage totalement.